Votre programme avec les produits bio Bonne Terre. C'est l'heure de se poser les bonnes questions. Bienvenue dans Dimanche en politique, l'émission où on parle de politique autrement. Ici, on débat, on décrypte et on combat les idées reçues. Et justement, au menu de ce DEP numéro 4, et si les Qatars n'étaient qu'un mythe, une pure invention, ici dans la région, c'est la thèse d'une historienne de la fac Paul Valéry et elle va venir nous expliquer. Une voix puissante, un parcours atypique, des rues de Montpellier aux plus grandes scènes. La chanteuse Marianne poursuit sa route et elle sera l'invitée de la semaine. Mais pour commencer, la question polémique. Emmanuel Macron nous a-t-il berné? Affaire Benalla, démission en série, cafouillage, dérapage, est-il vraiment celui qu'on croit? On ouvre le débat dans quelques instants. Qui m'aiment me suivent et je vous promets un nouveau monde, avait dit Emmanuel Macron, et sans parti politique, mais avec ses marcheurs. Ce jeune candidat de 35 ans a conquis le pouvoir le 7 mai 2017 au nez et à la barbe des vieux briscards. Près d'un an et demi après, où en est-on? Les choses, vous l'avez vu, se sont un peu compliquées cet été. Démission, on l'a dit, cafouillage, mauvais sondage, sévère critique. Alors, Emmanuel Macron, une révolution ou une illusion? C'est le face-à-face dans quelques instants, mais d'abord, votre avis. On a envoyé Jean-Michel Escafre faire un petit sondage. Pas facile de se mouiller, de dire pour qui on voterait aujourd'hui si tout était à refaire. Macron, pas Macron. Aujourd'hui, le président français est crédité de 37% d'opinion positive. Et à Lunel, qu'en pensez-vous? Je revoterai pour Emmanuel Macron. Il passe un moment difficile, mais gouverner la France n'a jamais quelque chose été facile, même sous De Gaulle. Il a annoncé pas mal de choses, qu'il se fait pas grand. Il n'a pas fait grand-chose depuis le début, là. Et, je sais pas, on a un peu l'impression qu'il se perd en ce moment. Il se cherche peut-être. Je suis retraité, il m'a diminué la retraite. Je ne voterai pas Macron. Il a promis plein de choses et puis là, il a fait le contraire. J'estime qu'il faut du changement, que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de changement, qu'on a enfin quelqu'un qui ose aller au fond et qui ose faire des choses, et qu'il faut laisser faire, il faut laisser le temps au temps. Pour moi, c'est un voleur. Il se sert chez les pauvres, il épargne aux riches. Le problème, ce n'est pas une question d'être un président de pauvre ou un président de riche. Le problème, c'est que tout ce qu'il fait, c'est long. Il y a des choses qui pourraient être réglées il y a longtemps, et c'est pas réglé. Donc je trouve qu'il ne va pas assez vite dans les réformes. Franchement, quand je vois qu'on est gouverné par des gens qui ne connaissent pas une minute de notre vie, notre quotidien, moi ça me fait flipper. Au jour d'aujourd'hui, voter pour un parti, je pense que c'est une erreur. Il faut, je crois, voter pour le moins mauvais. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, je ne sais pas si elle fait partie des moins mauvais, mais on accueille Coralie Dubost. Bonjour, vous êtes députée de La République En Marche de la 3e circonscription de l'Hérault. Vous êtes vraiment une marcheuse de la première heure. J'ai envie de commencer avec vous. On l'a vu, cette rentrée a été extrêmement compliquée. Vous avez dit, j'ai envie de revenir un petit peu sur le terrain. Ça doit être compliqué, votre job sur le terrain en ce moment, vous? Alors, écoutez, je pense que de toute façon, quand on est élu, le job est compliqué. Les mutations auxquelles nous devons tous faire face, quelle que soit d'ailleurs notre pensée politique, j'ai même pas envie de parler de parti politique, quelle que soit notre pensée politique, les transformations auxquelles on doit faire face dans ce début du XXIe siècle sont tellement gigantesques que ça implique une complexité plus forte que ce qu'on a connu auparavant, y compris dans la décision et l'action publique. Alors, on va voir justement ce que produit l'époque sur l'action politique. Ça tombe bien, Roland Gori, bonjour, vous êtes psychanalyste, bonjour. Vous avez enseigné à l'université notamment de Montpellier, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Le dernier, c'est celui-ci, il s'intitule « La nudité du pouvoir ». Comment un candidat improbable a réussi à prendre le pouvoir? On parle d'Emmanuel Macron, vous décrivez sa personnalité et ses méthodes. Et vous faites au départ une allusion au conte d'Andersen, Le Roi nu, où tout le monde complimente ce roi en fait, en lui disant qu'il a de beaux habits. En fait, il est tout nu. Personne ne veut voir ou ne veut dire qu'il est vraiment nu. Est-ce qu'on est en plein aveuglement collectif pour Emmanuel Macron? Enfin, on l'a sûrement été à un moment ou un autre. C'est-à-dire que nous avons là un président de la République qui a
fonctionnait un peu comme leader charismatique, comme leader providentiel. Il a eu beaucoup de chance. Mais comme vous le savez, Napoléon, lorsqu'il devait nommer un général, demandait à ce qu'il est chanceux. Je pense que Emmanuel Macron a eu beaucoup de chance et je pense qu'il sait se saisir des opportunités, parfois peut-être jusqu'à l'opportunisme, mais ça nous en discuterons ultérieurement. Mais la chance ne fait pas tout. Maintenant, il faut avoir les mains dans le cambouis et là, ça se complique visiblement. Là, nous y sommes. Mais vous savez, je pense que Emmanuel Macron, qui n'est pas dénué de qualité, je tiens tout de suite d'ailleurs à le reconnaître, n'est-ce pas, connaît bien Machiavel. Moi, un petit peu aussi. Et Machiavel dit très précisément que celui que la chance, que la fortune a servi, vole et conquiert le pouvoir sans difficulté. Mais les difficultés commencent pour s'y maintenir. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où les illusions collectives qui s'étaient un petit peu coagulées autour de cette candidature, qui était une candidature d'improbabilité infinie. Vous avez parlé d'improbabilité, c'est vrai, improbabilité infinie a pu justement se réaliser. Et là, on s'aperçoit que peut-être c'est pas tout à fait le nouveau monde. C'est ça le problème. C'est pas le nouveau monde. Oui, on voit de plus en plus apparaître des méthodes un peu de l'ancien monde. Ce qui se passe, cette séquence, cette semaine hallucinante autour de la non-nomination du gouvernement, ça c'est pas du tout nouveau monde, ça. Je pense pas qu'il y ait de nouveau monde, d'ancien monde. Moi, je pense qu'il y a des anciens enjeux, des nouveaux enjeux. Vous avez des nouvelles têtes qui travaillent avec d'anciennes têtes et évidemment, l'exercice du pouvoir est compliqué, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Nous, quand on est arrivé au Parlement, le premier texte qu'on a adopté, le tout premier, c'était le projet de loi confiance en société. On a supprimé tous les privilèges qui étaient attachés aux députés. On a réduit tous les privilèges qu'il y avait sur les retraites, sur les cotisations, etc., les transports pour les anciens députés aussi également. Et on s'est mis dans une situation de transparence totale vis-à-vis du concitoyen, parce qu'on a entendu ce discrédit effectivement sur la classe politique qui date maintenant de trop d'années, je pense. Et on sait qu'il y a besoin de restaurer un lien. Et on entendait tout à l'heure cette dame dire des gens qui gouvernent et qui n'ont jamais été une seule seconde dans notre peau. Ça me semble effrayant. Mais vous êtes précisément, ce n'est pas le cas chez nous. Nous venons de cette société-là et nous avons été des travailleurs tout à fait normaux. Vous êtes d'accord avec ça ? Si on entre directement dans le sujet... Allons-y. Je crois que quand même, si vous voulez, notre président de la République, dont encore une fois j'ai salué certaines qualités, n'est-ce pas, c'est entouré de ce qu'on appelle la bande à Macron. Vous avez sans doute vu dans les médias comme moi les 7 de la bande à Macron, c'est-à-dire au-delà, si vous voulez, des personnes, il me semble qu'il a quand même choisi, notamment au niveau du cabinet présidentiel, au niveau des cabinets ministériels, des personnes qui lui ressemblent et qui, au-delà, encore une fois, de la jeunesse, au-delà, encore une fois, du talent, ont ce qu'on pourrait appeler une croyance, au sens d'un délire sectorisé, comme aurait dit le psychanalyste Lacan. C'est-à-dire, quelle est l'image qu'ils ont ? C'est-à-dire un attachement à l'hybridation, si vous voulez, des rouages de l'État, ce qu'on peut appeler la technocratie ou la bureaucratie, avec le monde de l'entreprise. Il y a véritablement, dans le livre, je l'évoque, une théologie entrepreneuriale chez Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il veut mener la France comme une start-up, hein, si on veut essayer de résumer. Il l'a dit. Vous êtes d'accord avec ça, Coralie Dubos ? Sur l'entreprise, oui, on a tous fait ce constat. Moi-même, avant d'être en politique, qui n'a pas fait le constat aujourd'hui sur le fait qu'il y avait un décalage entre la vie des institutions, la vie publique, voire la vie administrative, et la vie dans le secteur privé. Et donc, on a porté cette ambition à un moment donné d'arriver à avoir des modes de communication et de travail qui permettent de faire se rencontrer ces mondes. D'accord avec ça ? Alors, là, c'est le point où nous ne serons pas, bien sûr, sur la même longueur d'onde. Parce que je pense, si vous voulez, que tout gouvernement, tout pouvoir, en particulier dans les démocraties libérales, se trouve pris dans le défi de devoir concilier l'efficacité et la justice sociale. Et je crois que c'est compatible ? Comment ? Alors, justement, le pari, vous avez tout à fait raison, le pari d'Emmanuel Macron, c'est un pari. Peut-être qu'il va réussir. Je pense que, si vous voulez, s'il réussit, ce sera en tout cas aux dépens, pour l'instant, des plus vulnérables. Et vous avez entendu tout à l'heure les interviews capturées sur le marché. Je pense que la thèse d'Emmanuel Macron, c'est en tout cas l'analyse que je propose, il est dans une croyance saint-simonienne, c'est-à-dire, c'est un philosophe, un économiste du 19e siècle, c'est-à-dire qu'en gros, la justice sociale devient une conséquence de la réussite économique. Donc on met le paquet sur l'efficacité, on met le paquet, si vous voulez, sur tout ce qui est économie, finance, entreprise, et puis,
il y aura un espèce de ruissellement qui amènera une justice sociale. Je prends juste un exemple très simple et ensuite j'arrête, n'est-ce pas? Le plan pauvreté. C'est extraordinaire. Alors, les discours d'Emmanuel Macron sont ciselés merveilleusement, plein de valeurs humanistes et autres, et ça, il faut le reconnaître, il y a vraiment un talent. Mais la pratique, concrètement, le plan d'austérité, c'est 8 milliards, c'est-à-dire 2 milliards par an qui sont engagés, n'est-ce pas? Et avec une part déjà de correction de trésorerie parce qu'on ne va pas indexer toutes les aides sociales et autres, donc on va récupérer un petit peu d'argent. Et puis surtout, c'est tout de même relativement contrasté par rapport au cadeau fait avec l'ISF, près de 18 milliards, ou avec les entreprises, le CICE, avec 40 milliards. Donc là, il y a quelque chose qui est choquant. Je pense que vous ne serez pas d'accord. Mais c'est intéressant de voir justement cette double lecture, parce que nous, au contraire, honnêtement, je suis extrêmement fière de ce plan pauvreté. On n'a jamais eu un gouvernement, jamais, qui a mis autant d'argent pour aller chercher et aider les plus vulnérables. Donc on n'est pas seulement dans la théorie dite du ruissellement où une forte économie va entraîner ensuite de la justice sociale. Il y a cette idée-là, mais je pense que cette idée-là, elle est beaucoup plus pour des classes moyennes et qu'au contraire, pour les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus précaires, il y a aussi une logique de rattrapage et de venir en soutien, et c'est bien pour ça que ce plan pauvreté est un plan majeur qui a quand même été reconnu par l'ensemble des partenaires sociaux. Il n'y a pas une association, pas une ONG, pas un seul institut qui soit en prise au quotidien avec ces populations vulnérables qu'il est trouvé insuffisant. Il a été salué par tous les partenaires. Donc il me semble que pour le coup, là, on avait une véritable volonté politique qui s'affiche. Et cette théorie des capacités, finalement, on en revient à ça. Oui, elle est au cœur de notre projet. On pense que finalement, ce qui est important pour arriver à un moment donné à mettre tout le monde en situation d'équité, c'est compliqué de parler d'égalité, mais à minima d'équité, c'est au moins de mettre chacun en capacité de choisir sa vie, de se saisir d'opportunités. Et on sait bien qu'à la base, on ne naît pas tous avec ces mêmes capacités et ces mêmes opportunités. Donc on essaie de créer les conditions pour le rattraper. On va quand même revenir un petit peu sur ces doutes, et ces doutes qui gagnent notamment les rangs des marcheurs, puisqu'Emmanuel Macron se présente vraiment comme le patron, et à tel point que certaines petites mains chez En Marche commencent à se poser quelques questions. Regardez cet extrait de ce reportage. Même chez les cadres, des voix s'élèvent. Merci d'accepter de nous rencontrer. Jean-Baptiste Ducatet est élu au Conseil national du parti. Il pointe du doigt un exercice déshumanisé et vertical du pouvoir. Ça marche beaucoup par mail, par leur plateforme, et c'est vrai qu'on aurait besoin de plus de contacts et de liens avec... Moi, je ne connais pas les gens qui sont au QG à Paris, je ne les connais pas du tout. Voilà. Alors, je ne suis qu'une fourmi, c'est pas grave, mais paraît-il au Conseil national. C'est quand même bizarre, quoi, de ne pas du tout être en lien plus avec les gens de Paris. Comme beaucoup de marcheurs, Jean-Baptiste Ducatet s'est engagé pour Emmanuel Macron avec un espoir, l'espoir d'un nouveau monde qui, selon lui, reprend peu à peu les codes de l'ancien. Voilà, à nouveau on reparle du nouveau monde et de la verticalité du pouvoir. Vous en parlez vous aussi, Roland Gori, dans votre livre. Vous parlez également de l'extrême dépendance des parlementaires. Pourquoi dites-vous ça ? Je crois que nous avons affaire, encore une fois, à un leader providentiel, un leader charismatique, qui s'est constitué une garde prétorienne autour de lui, je l'ai déjà dit, une espèce de noblesse néolibérale d'État. Il considère que le peuple français n'a pas voulu la mort du roi en 1793, il n'en sait rien, il n'était pas né, moi non plus, n'est-ce pas ? Et que donc, du coup, il a laissé une place vide, et que cette place vide fait l'incomplétude de la démocratie, et que cette place n'est occupée que par certains moments napoléoniens, gaullistes, et on dira, entre guillemets, n'est-ce pas, macroniens. Je crois que c'est une erreur. Je crois que, si vous voulez, la caractéristique de la démocratie, c'est de laisser cette place vide pour que le pouvoir puisse appartenir à personne et à tout le monde. Et donc, je crois que là, ça le conduit effectivement à une verticalité du pouvoir qui, si vous faites le lien avec justement les jeunes marcheurs, si vous faites le lien avec ce que nous avons pu entendre, n'est-ce pas, fait partie de quelque chose que je rapproche du mouvement 5 étoiles, du mouvement de Beppe Grillo, c'est-à-dire d'une démocratie numérique. Alors je sais bien que dans le contenu idéologique, bien sûr, Emmanuel Macron est à l'opposé du mouvement 5 étoiles, là-dessus nous sommes tout à fait d'accord, mais la syntaxe du message, c'est-à-dire la manière dont le mouvement s'est construit, ressemble étrangement, si vous voulez, à ce mouvement populiste. C'est ce qui me fait dire à un moment donné que c'est vrai que Emmanuel Macron est en quelque sorte, n'est-ce pas, l'objecteur des populismes de l'extrême gauche et de l'extrême droite, mais il est lui-même un populiste de l'extrême centre. Alors, c'est une drôle de façon de le lire. Alors, un peu trop monarque, Emmanuel Macron. Écoutez, pour moi, il a un côté surtout présidentiel. Il n'a pas un côté monarque. Si je prends l'exemple local. Au local, dès lors que vous abordez le sujet des municipales, les gens veulent non.
Ils veulent pas un projet, ils veulent un nom. Qui ils sont obsédés par ça. C'est dingue, parce que finalement, on devrait être obsédé par quel est le projet. Où est-ce qu'on veut emmener le territoire? Où est-ce qu'on veut emmener les concitoyens? Mais les gens se ramènent eux-mêmes toujours à un nom. Donc je pense que Emmanuel Macron, comme d'autres, à partir du moment où on est dans l'exercice du pouvoir ou alors dans une candidature à l'exercice du pouvoir, on vous ramène toujours à votre personnalité et non à votre action. Et c'est une erreur fondamentale, parce que ce qui change la vie des gens, c'est l'action du pouvoir, c'est ce qui va être mis en œuvre dans ce pouvoir-là. Et c'est ça qui est important. Donc je pense que chacun aussi doit bouger sa grille de lecture. C'est très bien que vous ayez parlé des municipales. J'allais vous poser la question parce que moi, je suis comme tout le monde. Je suis absolument obsédée par qui va y aller. Vous en avez parlé toute seule. Donc, justement, est-ce que dans le droit fil de ce qui se passe aujourd'hui en France, est-ce qu'il y aura une liste en marche pour les municipales? Coralie Dubost? Vous savez que je ne fais pas partie du bureau exécutif du mouvement de La République En Marche. Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Ce qui compte le plus, à mon sens, c'est quel est le projet qui va être porté. Quel sera le projet le plus intéressant? La question suivante que je vais vous poser. Est-ce que vous serez candidate? On verra. On verra. Tout est en discussion. Aucune porte n'est ouverte ni fermée. Bon, visiblement, vous êtes prête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Coralie Dubost, d'être venue dans ce débat. Merci à vous, Roland Gori. Je rappelle La nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à tous les deux. Voilà pour cette première partie dans Dimanche en politique. On se retrouve bien sûr dans quelques instants pour la suite. Place à la deuxième partie avec l'invité de la semaine. Et l'invité de la semaine a un parcours comme on les aime, très atypique. Elle a débuté en jouant dans la rue, mais aujourd'hui se produit sur les plus grandes scènes. Elle trace sa route loin des sentiers battus. Bonjour Marianne Aya Omak, on est ravis de vous recevoir dans Dimanche en politique. Bonjour, merci. Comment ça va? Merci, ça va très bien. Très occupée en ce moment. Oui. On va en parler dans quelques instants. On retrace un peu le parcours avec Sylvain qui nous a rejoint. Alors Anne-Sophie, n'ayons pas peur des mots. Marianne, vous êtes un super-héros. Enfin, une super-héroïne dans le sens des comics américains d'après-guerre. D'abord parce que vous avez un super pouvoir. Vous avez une voix impressionnante, capable d'aller dans tous les répertoires, dans toutes les émotions, et surtout cela dans toutes les langues ou à peu près. Ensuite, vous avez cette capacité, tel Superman, d'aller où vous voulez, quand vous voulez, et de changer le cours de votre destin. Ainsi, en 2009, après avoir quitté le groupe Jingo Biloba, qui vous a vu naître, vous forcez la main à, tenez-vous bien, Joan Baez, rien de moins. Elle est de passage à Montpellier, et vous allez la voir. Résultat, une tournée de 37 concerts en commun et le respect de la grande dame. Mais surtout, ce qui fait de vous une super-woman à part entière, c'est le super pouvoir. Vous savez, l'arme fatale qui permet à tout héros de se tirer des combats insurmontables. J'ai bien regardé votre passage à The Voice l'année passée. Vous voilà loin des valeurs que l'on vous connaît, devant 4 représentants du showbiz parisien qui jouent les blasés et qui en ont vu d'autres. Et là, dans un dernier rebondissement, vous les assommez littéralement d'un incroyable solo de trompette vocale que vous êtes seul au monde à savoir gérer et à maîtriser. Nous n'avions jamais reçu ici de super-héros et on est très content de vous recevoir. Merci. Est-ce que le super-héros a du travail en ce moment, Marianne? Il y a un gros concert en préparation. Oui, beaucoup de travail, une belle actualité en ce moment. Un beau concert à l'Opéra Comédie de Montpellier. C'est aussi pour ça qu'on vous reçoit, parce que ce concert n'est pas anodin. Il est au profit d'une association, Habitat et Humanisme. Vous nous en dites un mot? Oui, ils m'ont contacté il y a quelques mois de ça. Et j'ai été tout de suite très touchée par leur travail, par ce qu'ils font. Et je suis très, très admirative en fait, de ces gens qui sont vraiment dans une action au quotidien. Et chose que moi, je ne peux pas faire. Donc, quand on me sollicite pour pouvoir chanter grâce à mon nom, ramener du monde et donc de l'argent, moi, c'est la seule action que je peux faire, donc je la fais volontiers. Et ça arrive relativement souvent. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez appris aux côtés de Joan Baez? On le rappelle, c'est quand même une grande figure antimilitariste des années 70, quelqu'un qui a été beaucoup dans le combat. Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Elle m'a appris déjà à faire ce métier en conscience, donc effectivement avec une responsabilité. Et à le faire le plus authentiquement possible. Et voilà, après c'est vrai je suis souvent sollicitée pour des concerts de soutien, mais depuis le début en fait. Et ça fait un peu partie de, comme je vous l'ai dit, moi je suis admirative de ces gens qui sont dans l'action vraiment concrètement sur le terrain. Et moi, ma façon d'agir, c'est en chantant.
Donc si je peux agir de cette façon-là, je le fais volontiers. On va en reparler tout à l'heure, mais vous savez, dans cette émission, en fait, on balaie l'actualité et nous, on aime bien distribuer des tops et des flops. On va commencer par ce qui aurait pu être un top, mais qui est devenu un flop, ce qu'on appelle un bad buzz, un très mauvais buzz. Sylvain. Et oui, un carton jaune pour l'initiative des Verts de Montpellier. Pour promouvoir le vélo, ils ont imposé un sous-titre à un panneau d'entrée de la ville marqué « Montpellier, capitale de la pédale ». Un jeu de mots plutôt hasardeux qui a bien fait le buzz sur Internet, mais pas celui attendu et surtout pas au profit de la petite reine. Les internautes ont surtout souligné le côté un peu homophobe quand même de ce slogan. Allez, on a un top. Alors il s'agit de rumeurs pour l'instant, mais suffisamment étonnantes pour qu'on en fasse quand même écho ici. Imaginez 3 des futurs têtes de liste nationaux aux élections européennes pourraient être de notre région. D'abord, Cohn-Bendit, installé dans l'Hérault, pourrait voir se proposer la conduite de la famille La République En Marche. C'est en discussion, c'est pas encore totalement défini, mais ça pourrait se faire. Puis ensuite, Louis Alliot, des Pyrénées-Orientales, qui pourtant avait démissionné au lendemain de son mandat à Strasbourg, repartirait à l'attaque au nom du Rassemblement national de Marine Le Pen. Et puis enfin, Éric Andrieux pourrait porter les couleurs du PS. Alors l'Occitanie, au cœur du débat européen, on n'osait même pas en rêver. Vous votez, Marianne ? Oui, ça m'arrive. Ça vous arrive une fois de temps en temps ou... Non, j'essaye de le faire assez régulièrement, on va dire. Mais c'est compliqué, c'est pas simple. Pourquoi c'est compliqué ? Je ne vais pas vous expliquer où on en est, non, c'est pas évident, quoi. On se demande à quoi ça sert, même parfois. Et donc, vous pensez que le rôle d'une artiste, c'est aussi de porter une parole politique ou au contraire de rester plutôt en retrait ? Je dirais les deux. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Après, je fais, moi, ce que je peux du mieux dans ma vie, déjà en tant que femme. Mais pour moi, la politique, après, ça reste quelque chose de très quotidien aussi, dans mon rapport aux autres, quoi, tout simplement. C'est exactement ce qu'on veut faire dans l'émission. Vous êtes quand même engagé dans vos chansons. Quand on parlait de stand-up, on est quand même dans quelque chose qui est « levez-vous, agissez ». Oui, après, moi, je suis engagée, oui, effectivement, dans ma vie. Après, voilà, je suis comme tout le monde, j'essaye de faire de mon mieux. Alors ici, dans cette émission, on aime bien aussi démonter les idées reçues. C'est notre hashtag « Je proteste ». Et cette semaine, on va démonter une vérité historique avec une exposition qui fait le buzz en ce moment pour la fête de la science sur les cathares. Apparemment, il n'y a jamais eu de cathares dans la région, Sylvain ? C'est l'épisode le plus sombre de notre histoire languedocienne, Anne-Sophie. Alors on se replonge, on est au tout début du XIIIe siècle. La première croisade en terre chrétienne envahit les terres du comte de Toulouse. L'ennemi annoncé par l'Église, c'est l'hérésie cathare ou la volonté de revenir aux origines du christianisme, loin de l'opulence et de la corruption du clergé. On connaît la suite, les cathares seront anéantis dans d'horribles massacres. Voilà pour l'histoire officielle. Mais une histoire remise en cause aujourd'hui. Et si les cathares, un des fondements de l'histoire occitane, n'étaient qu'une invention des temps modernes, et si l'hérésie n'était qu'un immense mensonge inventé à l'époque pour justifier l'élimination de simples opposants politiques au royaume de France naissant. L'exposition tente de répondre à cette question qui est pour le moins un peu iconoclaste. Eh bien, on va demander justement à l'historienne Alessia Trivalone de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes maître de conférences en histoire du Moyen-Âge. Pour affirmer ça, que les cathares, finalement, il n'y en a pas eu dans la région, en tout cas à l'époque que l'on croit, on imagine que vous avez du lourd. Vous avez des preuves, Alessia Trivalone ? Voilà, il faut des preuves en histoire pour pouvoir affirmer quelque chose. Donc, on n'a pas la preuve pour pouvoir affirmer qu'il y a eu des cathares dans les Midi au Moyen-Âge. Donc vous avez la preuve qu'il n'y a pas eu de preuve, en fait. Voilà, on a beaucoup de sources au Moyen-Âge qui parlent d'hérétiques, mais aucune de ces sources, je parle de milliers de sources, aucune de ces sources ne cite les cathares. D'accord, il n'y a jamais le mot cathare qui est écrit. Il n'y a jamais le mot cathare, non. Donc, il y a en revanche le mot hérétique. Alors, c'est la même chose, non ? Non, c'est pas la même chose parce que les cathares sont dénoncés, sont une secte d'hérétiques qui sont dénoncés ailleurs, pas dans le Midi, en Italie septentrionale et à Cologne, au XIIe et XIIIe siècle. Donc si on dit qu'il y a des cathares ici dans le Midi, en fait on monte en épingle tout un mythe comme quoi il y aurait des cathares partout de l'Italie, en France, donc dans l'Empire, mais en fait ce qui ne correspond pas à la vérité. D'où vient le mythe des cathares ici ? En Midi. Le mythe des cathares est né au XIXe siècle. Le premier auteur à en parler, c'est un Alsacien. Donc le mythe n'est même pas né dans les Midi. Donc c'est un théologien protestant alsacien qui s'appelle Charles Schmitt et qui a associé les albigeois et les cathares, mais de manière absolument arbitraire. Et ensuite, le mythe s'est renforcé au XXe siècle parce que les cathares sont devenus un peu les catalyseurs d'une identité régionale très forte, une identité régionale
sociale qui est encore là aujourd'hui. Alors vous avez parlé des hérétiques tout à l'heure, et ceux qui ont désigné les hérétiques, ce sont ceux qui menaient l'Inquisition, donc en fait qui les ont torturés, donc ils pouvaient à peu près faire dire ce qu'ils voulaient aux personnes qu'ils avaient entre les mains, c'est ça? Oui, la question de la torture est débattue, donc ils ne sont pas systématiquement torturés, mais c'est sûr que l'hérésie est, pour l'écrasante majorité, dans l'écrasante majorité des cas, elle est désignée par les pouvoirs qui luttent contre l'hérésie. Donc on a des sources qui sont biaisées. Alors on a très peu de sources qui peut-être émanent d'hérétiques, mais on sait pas. Il faudra travailler sur ces sources-là, mais sont une très oui, et on peut imaginer qu'en plus que combattre l'hérésie, c'est plus facile à justifier que massacrer pour récupérer des terres ou asseoir un pouvoir, par exemple. Absolument. Il faut légitimer. Même au Moyen-Âge, il faut légitimer la conquête. Et donc, parfois, ça passe par l'hérésie, par l'accusation d'hérésie. Alors, si on veut en savoir plus, il y a donc une exposition en ce moment qui vient de se terminer à Montpellier, mais qui va se poursuivre à Nîmes du 5 au 25 novembre prochain. Et ce sera à Béziers au printemps. Merci beaucoup, Alessia Trivalone, d'être venue nous expliquer tout ça. C'est donc une découverte autour des cathares. Je ne sais pas si l'historienne que vous êtes va aimer la nouvelle chanson de Marianne. Elle va nous la présenter en avant-première. C'est sur un soldat qui rentre de la guerre avec une vision très particulière. C'est ça, Marianne? Oui, c'est un poème qui a été écrit par une de mes voisines, en fait, qui lui a été inspiré par son grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale, qui n'a jamais cessé de témoigner toute sa vie de la vérité, en fait, de la réalité. Alors écoutez bien les paroles, petit extrait. Oui, je reviens de guerre, mais vos chants de victoire n'effaceront jamais l'horreur de ma mémoire. Je crois entendre un bruit, celui du corps d'un homme qui tombe, et le dernier soupir de celui qui succombe. Et le dernier regard de ceux que j'ai tués m'a placé pour toujours au banc des accusés. Arrêtez la fanfare, rangez tous vos drapeaux. Je suis un criminel, je ne suis pas un héros. Je reviens, le titre est à découvrir en entier sur notre site internet. Merci beaucoup pour cette exclusivité. C'est pas du tout politiquement correct ce que vous avez écrit, ou en tout cas ce que Françoise Albe, qui a signé ce texte, a écrit à quelques jours des commémorations du 11 novembre. Vous assumez? Moi, je trouve ça absolument très politiquement très correct, justement, quoi. Le fait de dire « je suis un criminel, je ne suis pas un héros ». Je pense que cet homme-là, en tout cas, a vraiment vécu cette réalité-là. Il a témoigné en ce sens-là, et c'est la vérité, quoi. Au service de on ne sait quoi exactement, quoi. Le nouvel album, ça sera en 2019, Marianne? Il sort le 1er février. Et donc le concert, on le rappelle, au profit d'Habitat et Humanisme? Alors ce concert, c'est le 10 novembre à l'Opéra, mais il est déjà complet depuis un petit moment. Et je ne sais pas encore si les places sont en vente pour la sortie de l'album. Ce sera le 1er février à Victoire 2, donc soyez vigilants. On viendra vous voir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Alessia Trivalone. Sylvain, à la semaine prochaine. On se retrouve bien évidemment pour Dimanche en politique. D'ici là, passez une très belle semaine et une belle journée. Dans quelques instants, c'est l'info.